Herzlich willkommen. Bienvenue. J'ai atterri dans la salle numéro 1. Je m'appelle Denise Metz. Je dirige le service et je suis correctrice au centre de formation de Limatal. Je suis très contente de pouvoir vous donner un petit aperçu de la stratégie de numérisation, de toute cette transformation qu'on est en train de faire. Je vais passer vers le bon allemand pour que tout le monde puisse suivre et pour que la traduction puisse se faire. Je vais lancer un PowerPoint pour vous donner aussi les points les plus importants de façon visuelle. Vous voyez déjà les coordonnées dans 47 donc c'est notre concept de cours. Au cours de la présentation, vous allez voir ce que ça veut dire ce N47G8. Donc je vais vous faire attendre encore un petit peu. Le programme que j'aimerais vous présenter présente d'abord l'état de la numérisation au centre de formation de Limatal, donc un aperçu actuel, aussi les expériences et les constats que nous en avons tirés pendant ces 5 dernières années. Et à la fin, je vais bien sûr répondre à vos questions que vous voudrez bien me poser. Je commence par notre école. Notre école est une école professionnelle artisanale avec 1200 apprenants dans le domaine de la logistique et de la construction de machines dans le Limatal. Voilà à quoi ressemblent nos apprenants. Donc ça, c'est une salle où ils se retrouvent. Donc en fait, notre école a déjà beaucoup changé son apparence. Nous avons utilisé la numérisation comme opportunité pour retravailler nos concepts de cours et pour les adapter aux exigences de l'avenir. Et ça ne se fait pas seulement sur le papier, mais aussi de façon visuelle dans toute l'école, dans toutes les salles de classe qui sont à disposition des apprenants. Au centre restent bien sûr les apprenants. Même si nous avons de nouveaux concepts de cours, ce sont les apprenants qui sont au centre. Aussi, le travail relationnel entre les enseignants et les apprenants, c'est très important. Aussi, les relations entre les apprenants, ça c'est un domaine très important également. C'est un domaine qu'on doit toujours suivre de près. Même quand on est numérisé, il est très important de promouvoir cet échange pour que ces contacts puissent se faire de manière volontaire. Quand on regarde notre organigramme, on voit une différence essentielle par rapport à d'autres écoles professionnelles, à savoir en bas à droite, vous voyez le domaine innovation et développement. C'est un domaine que d'autres écoles professionnelles n'ont pas tellement dans leur focus. Suite à cette transformation numérique et ce grand projet que nous avons réalisé, nous nous sommes rendus compte qu'il faut aussi un ancrage stratégique dans l'organisation pour que de telles innovations, de tels développements puissent se faire de manière durable et pour que cela puisse être fait dans une certaine vitesse pour arriver à des résultats rapides. Maintenant, nous passons aux éléments de notre espace d'apprentissage. Donc ce N47, ce n'est rien d'autre que notre école, à savoir nos coordonnées qui déterminent la région dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que vous voyez ici N47E8, ce sont nos coordonnées qui représente le centre de formation Limatal et notre système. Ce qui est central dans notre système, c'est ce système de management. Bon, c'est optiquement très central, mais c'est important de savoir qu'il n'y a pas seulement la numérisation, mais que
la pédagogie aussi change et c'est ça qui est central dans tout cela. Donc, notre concept est un concept pédagogique qui reprend la vision de la formation professionnelle 2030 et il s'agit donc de cet espace d'apprentissage à 360 degrés. Maintenant, j'aimerais vous montrer 5 éléments qui caractérisent cet espace d'apprentissage. Le premier domaine, là, on est parti du fait qu'il fallait développer les compétences qui seront nécessaires à l'avenir dans le monde de travail des apprenants. Et pour développer ces compétences, il faut un système didactique. Nous nous sommes servis de la didactique de situation, c'est-à-dire les apprenants reçoivent des missions et ces missions sont rien d'autre que des défis, des situations de défis sur lesquelles les apprenants doivent travailler pour développer des compétences afin de pouvoir gérer ces situations. Voilà les missions. Bien sûr, c'est préparé de manière numérique, de façon attrayante. Et les missions ont toujours des liens avec le bâtiment de l'école. Donc, cet apprenant a trouvé quelque chose à l'école et ce sera une occasion pour approfondir les choses. Notre bâtiment a changé. Donc, vous voyez tout ce qui est relié avec ce système. Donc, ça peut être activé pour approfondir aussi les contenus. Un deuxième point, à côté du travail autonome dans ces missions, les apprenants se rendent aussi dans des ateliers. Des ateliers sont proposés par les enseignants et là, il est important que la matière élaborée dans les missions, que ces compétences puissent être appliquées, approfondies, qu'on puisse discuter. Ça, c'est déterminant, cet échange pour adapter ces connaissances à celles des autres, de s'inspirer des expériences des autres et de les utiliser pour soi-même. Les examens sont différents également. Le système d'examen a été complètement revisité. Il n'y a plus des examens dans le style classique. Les apprenants montrent par des preuves de compétences que ces compétences d'action puissent vraiment être appliquées. Ils montrent s'ils peuvent vraiment gérer la situation en question. Et ces certificats de compétences, ces preuves de compétences sont notées. Ce sont ça, les examens classiques. Donc, ce sont maintenant ces preuves de compétences. Les formes de ces preuves de compétences sont très différentes. Ça peut être des présentations, des podcasts, des discussions, des jeux de rôle, des présentations. Donc là, on a vraiment beaucoup de possibilités pour appliquer ces compétences de manière créatrice et pour montrer qu'on a compris la matière et qu'on peut l'appliquer. Un point important est aussi de l'autoresponsabilité. C'est en fait presque le plus important. Donc, la responsabilité de l'apprentissage doit être rendue aux apprenants. Donc, il faut qu'ils puissent décider eux-mêmes, d'influencer eux-mêmes leur apprentissage, de faire de bonnes expériences, de mauvaises expériences et d'apprendre. Ça renforce l'auto-efficacité. Je crois que c'est le plus important dans tout cela. Et l'expérience l'a bien montré. Les compétences qui n'ont rien à voir avec la matière sont aussi très importantes. C'est-à-dire, il faut gérer le temps, il faut prendre de la responsabilité, il faut de l'autodiscipline pour pouvoir faire certaines choses. Donc, c'est presque le point le plus important et je pense que les effets sont aussi les plus durables dans ce domaine-là.
Le processus d'apprentissage individuel est soutenu par les enseignants grâce à des ateliers, mais aussi des coachings individuels et de l'encouragement individuel. C'est un point important qui est nouveau pour nous, les enseignants, et qui a plus d'importance qu'autrefois dans le système. Donc, le coaching, où il faut voir de manière individuelle où en sont les apprenants, où est-ce que je peux les soutenir, quels sont leurs besoins. Donc, ça, c'est vraiment mis très en avant et le lien avec les enseignants a gagné en qualité et en profondeur. Les défis que nous avons rencontrés avec notre processus de transformation numérique, ce sont sûrement ces trois-là qu'on doit mettre en avant, à savoir, il y a de nouveaux rôles complémentaires pour les enseignants. Donc, on n'est pas seulement professeur, on est aussi diagnosticien en ce qui concerne le niveau des connaissances, on est conseiller, on est coach. Donc, ce sont de nouveaux rôles pour les enseignants où les enseignants doivent aussi acquérir leurs compétences et ça mettra encore un certain temps jusqu'à ce que ce rôle puisse être vécu tel qu'il sera nécessaire pour tout le monde. Avec ce changement, il y a aussi un changement de structure, de culture. Tout a été chamboulé à l'école. La coopération est très importante. Il faut aussi être disposé à faire des erreurs et de ne pas tout de suite désespérer, mais de se relever et de continuer le travail. Tout n'est pas tout de suite comme ça devrait être. Et peut-être qu'il faut d'abord faire des expériences avec un prototype qu'il faut adapter ensuite. Le développement des compétences de changement, cette agilité, ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour tous les participants à ce projet, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants. On a besoin d'être agile dans ces compétences de changement. Il faut progresser pour pouvoir relever d'autres défis qui vont sûrement encore venir. Maintenant, j'aimerais vous présenter un autre orateur. Je me suis dit que ça vous intéresserait sûrement de voir ce qu'en pensent les apprenants, comment ils gèrent ce système, quelles sont leurs expériences. Yassine Erol va vous parler. Il est en 3e année de logistique. Il a suivi ce système de cours dès le départ. Il a commencé en 2017 ou 2018. Non, 2018. Il a commencé en 2018 et il va terminer son apprentissage cet été. J'ai repris cette classe en première année et Yassim s'est fait remarquer de manière très négative. En fait, il ne voulait pas travailler avec ce système, il ne voulait pas traiter les missions, il n'était pas du tout motivé. Il voulait revenir à l'école normale où on peut s'asseoir et attendre que le professeur explique la matière. Donc, c'était difficile. J'ai beaucoup essayé avec Yassine. Rien n'a vraiment fonctionné. Donc, sa motivation intrinsèque était très faible. Et pour moi, c'était vraiment difficile d'avoir accès à Yassine pour avoir un effet durable. Ensuite, j'ai rendu la classe parce que j'ai changé vers la direction du service et j'ai retrouvé Yassine il y a 2 semaines dans les escaliers. J'ai demandé comment ça se passe, Yassine, avec ton travail d'approfondissement. C'est une partie de l'examen final en culture générale. Il m'a dit qu'il avait eu un 6. Et j'ai dit, mais Yassine, j'ai du mal à m'imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Yassine a vécu pendant ces 3 ans dans ce système? Et je donne maintenant la parole à Yassine. On va changer et il va vous décrire ce qu'il en pense. Et je me réjouis de pouvoir saluer Yassine.
Bonjour, je m'appelle Yacine Evol. Je vais vous parler de mes expériences. Au début, je me suis permis beaucoup de loisirs. Je n'avais pas d'autodiscipline et pas de routine. Parfois, j'étais en cours et j'ai regardé un film parce que le cours ne m'intéressait pas et parce que je ne savais pas quoi faire. Avec le temps, mes compétences dans le domaine de e-learning se sont élargies, c'est-à-dire maintenant je peux travailler de manière autonome et je peux aussi adapter ma vitesse de travail. C'était juste une question de temps. Je travaille dans une centrale de distribution, donc la numérisation est très importante. Et je travaille déjà avec un nouveau système. L'ergonomie est également importante. Nous n'avons pas de manuel lourd à transporter, nous n'avons pas de feuilles, on a tout sur l'ordinateur. Tout ce qu'il nous faut est sur notre ordinateur. Pendant la pandémie du coronavirus, on n'a eu aucune limitation. On avait tout sur nos ordinateurs et tout ce qu'il fallait faire, c'était d'allumer l'ordinateur et de faire les tâches en ligne et de les rendre. Et voilà. Il y a une semaine, j'ai eu mes examens finaux pratiques, c'est-à-dire j'avais beaucoup à faire. En fait, j'avais juste à ouvrir mon ordinateur. Mes feuilles se sont présentées à l'écran. Je n'avais pas de feuilles supplémentaires, pas de stress supplémentaire. Tout ce que je devais faire, c'était d'allumer mon ordinateur et de travailler dessus. Au début, comme je l'ai dit, ça se passait très mal. Ce passage des feuilles papier vers le online learning était très difficile, mais avec le temps, avec une certaine routine, ça se passe quand même très bien. Bon, je serais contente si tout à l'heure, pour les questions, vous vous adresseriez de façon un peu critique à Yacine pour qu'il nous dise ce que c'est pour lui le e-learning et quel est un point important dans tout ce système. J'aimerais terminer par une conclusion, quelques points qui me paraissent très importants. Le premier point, c'est qu'il faut numériser de manière utile, donc pas seulement numériser parce que on aime bien travailler avec un ordinateur, mais il faut qu'il y ait aussi un concept pédagogique qui apporte une vraie valeur ajoutée. C'est toujours quelque chose qu'on suit de près. Ce concept pédagogique doit être développé afin de pouvoir proposer une valeur ajoutée à long terme. Le deuxième point, c'est que les apprenants restent au centre. La relation avec les enseignants ne change pas. Au contraire, ça devient beaucoup plus intense et ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas au début. On ne pensait pas que ça allait donner une relation aussi profonde et intense. Donc l'enseignant ne peut pas du tout se mettre en retrait. Et comme je l'ai déjà dit, l'agilité est augmentée et on peut vraiment progresser dans le domaine de l'agilité. Donc j'ai différentes questions. Yacine, tu peux regarder aussi. Comment est-ce qu'on garantit que les preuves de compétences aient été vraiment apportées par les apprenants eux-mêmes? Yacine, est-ce que tu veux répondre à cette question? Bien sûr qu'au début, il y a eu des duplicata qu'on a fait, mais on est puni dans ce cas-là. Et avec le temps, on se rend compte, les examens finaux s'approchent. Il faut que je travaille. Il faut que je fasse ces tâches moi-même. Et donc, l'autodiscipline, elle vient avec le temps. On dit, bon, maintenant, je vais travailler et les tâches font plaisir. Donc, on se promène dans l'école. On prend en photo les images, on apprend, on regarde les vidéos. Pour compléter,
Et il y a aussi des entretiens de référence, c'est-à-dire ces preuves de compétences sont aussi vérifiées. Donc, il y a un entretien. Et quand l'enseignant se rend compte que cette preuve de compétence, en fait, il n'y a pas les compétences existantes, et ça peut avoir des conséquences graves. C'est aussi un moyen pour garantir qu'on ne peut pas copier. Une deuxième question, comment est-ce que les salles de classe, donc cet espace d'apprentissage que vous avez vu sur l'image, ce sont les apprenants eux-mêmes qui ont conçu cela. C'est la société Hoots qui nous ont mis à disposition les palettes et les apprenants ont conçu eux-mêmes une salle d'apprentissage. Donc pour nous, il nous en faudrait encore bien plus de salles d'apprentissage parce que le système a montré que le fait d'apprendre en salle, ça ne suffit pas. Il y en a qui veulent produire une vidéo, d'autres veulent scanner les images dans le couloir. Donc, il y a des besoins très différents auxquels il faut répondre par des espaces différents. Ou par quoi commencer? Moi, j'avais des nuits blanches parce que j'étais la chef de projet et je voyais toujours la feuille blanche, donc où commencer? Mais il y a quelques points importants qu'on doit regarder, à savoir comment organiser le coaching, par exemple, ou comment développer des compétences d'action, ou quel environnement informatique faut-il. Donc, ce sont 5 points importants et j'ai organisé cela par des projets. Donc, on devait réfléchir à ces points avec des ateliers de réseautage parce qu'il y a partout des interfaces. Mais il faut vraiment penser large au début. Il ne faut pas se concentrer sur un seul point. Il s'agit aussi de la pédagogie et finalement, ça peut être fait avec toutes sortes de systèmes. Donc, les principes pédagogiques doivent être mis en avant et ça dès le départ. Apprentissage électronique, c'est toujours important. On a trouvé un système qui donne la possibilité de passer aussi vers l'espace réel. Donc, des missions dans ce système sont par exemple aussi haptiques. Donc, on doit faire un inventaire concret avec un volume très important ou une présentation. Donc, ça nous donne une orientation, mais il est important aussi de faire des projets qui éloignent de l'ordinateur. Autrefois, on avait des livres qu'on a regardés. Aujourd'hui, on pense qu'on regarde trop l'écran. Donc, il faut aussi prévoir et lancer des missions et des projets qui vous mettent dans le monde réel en coopération avec les autres apprenants. Et ça reste un défi chez nous. Il faut aller encore plus dans cette direction-là, lancer de projets qui se font dans le monde réel jusqu'à des éléments de conception où on doit vraiment construire quelque chose. Par rapport aux preuves de compétences, comment est-ce qu'on garantit que l'évaluation est équitable? Pour toutes ces preuves de compétences, on a des critères d'exigence qu'on a élaborés, des grilles. Bien sûr, il y a toujours une certaine subjectivité, mais on l'a fait pour toute l'école. Donc, chaque preuve de compétence, là, les enseignants sont vraiment d'accord pour savoir comment l'évaluer. Et c'est déposé de manière centralisée. On a développé cela ensemble parce qu'il faut que ce soit transparent et les apprenants doivent pouvoir le comprendre. Quelle est ton impression, Yacine? Oui, moi j'ai trouvé ça très bien. Tout au début, lorsque j'avais de mauvaises notes, j'ai travaillé sans concept, mais avec le temps, on a regardé les critères exigés, on a regardé ses feuilles de travail, on s'est adapté. Et si on a eu une mauvaise note, on est allé voir l'enseignant, on a dit, j'ai fait ceci et cela.
Donc, moi, je trouve ça très bien, vraiment. Encore une question. À quoi c'est dû que les apprenants changent tout d'un coup, comme l'a fait Yacine? Est-ce qu'on peut l'encourager de manière ciblée? Qu'ont fait les enseignants avec vous, ou est-ce que c'est le système qui a fait quelque chose avec vous? Oui, comme je l'ai dit, l'autodiscipline est très importante. Les enseignants ont essayé de nous aider, de m'aider, mais j'ai toujours bloqué. La seule chose qui m'a fait de la pression, c'était les examens finaux. Lorsque ça approchait, je me suis dit, maintenant, il faut que je change quelque chose parce que si je n'arrive pas à passer ces examens finaux, ce serait une catastrophe. Donc, je me suis dit, je vais m'y mettre, je vais travailler. Et une fois qu'on a pris cette routine, on commence par les informations, par suivre tout cela, et ça va très vite. Et ça fait plaisir aussi d'apprendre comme ça. Il faut toujours un peu de pression extérieure. Hein. Bon, ça ne se fait pas sans pression. Ça n'aurait pas été pareil. À côté de ces preuves de compétences, on a aussi introduit des tests semestriels pour garantir que les compétences qu'ils doivent avoir, qu'ils soient vraiment couvertes. Parce que l'examen final reste quand même écrit avec des questions et des réponses. Bien. Je vous remercie de votre attention. Merci à Yacine. Il est vraiment venu de son plein gré et il a pu présenter sa contribution. Merci de votre écoute et je vous souhaite encore une bonne journée.